Aux funérailles de mes filles jumelles, après qu'elles ont été retrouvées mortes, ma mère a dit à la presse, elle les a étouffées dans leur sommeil, je savais qu'elle le ferait. J'ai été arrêté devant les caméras. Le monde l'a cru. Puis mon fils de 7 ans a murmuré au détective, les empreintes de grand-mère sont sur l'oreiller, pas celles de maman. Les caméras se sont tues. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. J'ai été menotté aux funérailles de mes filles jumelles, alors que leur petit cercueil reposait à peine à 3 mètres de là. Le métal froid me cisaillait les poignets pendant que l'inspecteur Packard me lisait mes droits. Sa voix résonnait dans le salon funéraire, tandis que les personnes présentes, horrifiées, retenaient leur souffle et reculaient comme si j'étais contagieuse. Ma mère se tenait derrière les caméras de télévision, tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle qu'elle avait probablement acheté exprès pour ce spectacle. « Je vous avais bien dit qu'elle finirait par craquer », dit-elle au journaliste, sa voix empreinte de ce mélange parfait de chagrin et de justification. Elle a étouffé ses bébés dans leur sommeil. Une mère sait ces choses-là. J'ai essayé de l'aider, mais elle était trop fière pour admettre qu'elle coulait. Les caméras pivotaient entre nous, capturant mon état de choc, mes mains tremblantes, la façon dont mes genoux ont flanché quand ils m'ont arraché au cercueil d'Hazel, où j'ajustais son nœud violet préféré. Elles ont saisi les larmes de ma mère, si parfaitement synchronisées, si incroyablement crédibles dans sa peine. Ce qu'elles n'ont pas capté, c'est le petit sourire qui a effleuré son visage quand elle pensait que personne ne la regardait. Mon fils de 7 ans, Dexter, se tenait figé près de la porte du bureau du directeur des pompes funèbres, vêtu du petit costume noir que nous venions d'acheter la veille. Sa montre dinosaure, celle qu'il ne quittait jamais, luisait d'un vert vif sur sa manche sombre. Il serrait si fort le programme des funérailles qu'il se froissait dans ses petits poings, et ses yeux allaient de moi à sa grand-mère avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la confusion, ni de la peur, mais autre chose. Une certitude. Maman ne leur a pas fait de mal, dit-il, sa voix tranchant le chaos comme une lame. Tout le monde s'est tourné vers ce petit garçon au visage si sérieux et aux cheveux soigneusement peignés. Mamie ment. Je l'ai vu aller dans leur chambre cette nuit. J'ai pris des photos avec le vieux téléphone. Ce sont les empreintes de mamie qui sont sur l'oreiller, pas celles de maman. Le silence s'est fait dans la pièce. Même les caméras de télévision semblaient retenir leur souffle. Le visage de ma mère changea alors, juste une seconde. Le masque tomba, révélant quelque chose de glacial en dessous, avant qu'elle ne se reprenne. Le pauvre enfant est traumatisé, lança-t-elle au journaliste le plus proche, tendant la main comme pour réconforter Dexter, qui recula. Les enfants disent les choses les plus déchirantes quand ils sont en deuil. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais l'inspecteur Packard était déjà agenouillé à côté de mon fils. Et Dexter sortait mon vieux téléphone, celui sur lequel je le laissais jouer, ses petits doigts étonnamment stables alors qu'il montrait quelque chose à l'inspecteur sur l'écran. Et à cet instant, en cet horrible et magnifique instant, la vérité commença sa lente ascension vers la lumière. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la nôtre. Chaque matin à 5h30, mon réveil sonnait dans la petite chambre de notre maison de location sur Maple Street, et je me glissais hors du lit en essayant de ne réveiller personne. La latte de parquet près de la porte grinçait toujours, et Dexter marmonnait depuis sa chambre. « Bonjour, maman. » Même si je lui avais dit 100 fois qu'il devait dormir jusqu'à 6h30. Je travaillais comme infirmière en pédiatrie à l'hôpital mémorial pour enfants, des gardes de 12 heures qui me laissaient les pieds endoloris mais le cœur rempli. S'occuper d'enfants malades, ça vous change. Vous rentrez chez vous et vous serrez vos propres enfants plus fort dans vos bras, même quand vous êtes si fatigué que vous tenez à peine debout. Ma superviseure, Janet, disait toujours que j'étais l'une des meilleures infirmières du service. Mais elle s'inquiétait pour moi. « Ramona, tu tires trop sur la corde », me disait-elle quand elle me surprenait à somnoler pendant ma pause. « Ces enfants ont besoin de toi en bonne santé. » Hazel et Iris avaient 4 ans, des jumelles identiques aux personnalités diamétralement opposées. Hazel était l'aventurière, toujours en train de grimper là où elle ne devait pas, ses genoux perpétuellement écorchés par une nouvelle exploration. Iris était ma prudente, l'enfant qui coloriait sans dépasser les lignes et demandait la permission avant de prendre un biscuit. À l'heure du coucher, Hazel sautait sur le lit pendant qu'Iris rangeait ses peluches en une rangée parfaite. Elles partageaient tout, sauf leur tempérament, et c'est ce qui les rendait inséparables. Dexter venait d'avoir 7 ans, et il était déjà l'homme de notre petite maison. Il versait des céréales à ses sœurs quand j'étais en retard, les aidait à fermer leur manteau et leur lisait des livres d'images avec des voix qui les faisaient glousser.
Son enseignante, Madame Patterson, disait qu'il était doué, surtout en mathématiques et en observation. Ce garçon remarque tout, m'avait-elle dit lors d'une réunion parents-professeurs. Il a compté combien de fois j'ai touché ma boucle d'oreille quand j'étais nerveuse avant la visite du directeur. Les problèmes avec ma mère ont commencé doucement, comme la plupart des problèmes familiaux. Beverly Tilford avait pris sa retraite de son poste de sténographe judiciaire 6 mois auparavant, prétextant que son arthrite l'empêchait de taper à la machine. Étrangement, cette même arthrite ne la dérangeait jamais lors de ses sessions de piano de 3 heures à l'église méthodiste chaque dimanche. Elle vivait à 6 pâtés de maison, dans la maison où j'avais grandi, une demeure coloniale immaculée où le plastique restait sur les meubles et où il était interdit de manger ailleurs qu'à la table de la cuisine. Depuis sa retraite, elle avait commencé à passer plus often. Le mardi après-midi, le jeudi matin, et toujours le dimanche après l'église. Chaque visite était accompagnée de commentaires. Ramona, cette maison est à chaos. Ces filles sont intenables. De mon temps, les enfants savaient rester à leur place. Elle ouvrait mes placards sans demander, réorganisait mon garde-manger et laissait des listes de tout ce que je faisais mal, scotchées sur mon réfrigérateur. Le point de rupture est arrivé en février. J'avais pris une garde supplémentaire pour couvrir la facture de chauffage, et ma babysitter habituelle avait annulé. Ma mère a proposé de garder les enfants pour la nuit. Contre toute attente, j'ai accepté. Quand je suis rentré à 7 heures du matin, j'ai trouvé Hazel et Iris agenouillés sur du riz dans un coin de la cuisine, des larmes coulant sur leur visage. Elles ont renversé du jus sur ma belle nappe, m'expliqua ma mère, comme si c'était parfaitement raisonnable. 20 minutes sur le riz leur apprendra à faire attention. C'est comme ça que je t'ai élevé. Je n'ai jamais été heureuse, lui ai-je dit, en prenant mes filles en pleurs dans mes bras, enlevant les marques de riz sur leurs petits genoux. J'étais terrifiée. Chaque jour, j'étais terrifiée par toi. Son visage s'est durci. Et regarde comment tu as tourné. Tu t'épuises au travail. Pas de mari, vivant dans cette location avec 3 enfants que tu arrives à peine à gérer. Sors, ai-je dit. Tu ne les garderas plus jamais seuls. Plus jamais. Elle s'est levée lentement, lissant sa jupe. Tu regretteras ça, Ramona. Ces enfants ont besoin de structure, de discipline, pas d'une mère épuisée qui fait passer les enfants des autres avant les siens. Quand quelque chose arrivera, et ça arrivera, souviens-toi que j'ai essayé d'aider. Après ce jour, notre relation est devenue une guerre froide. Elle venait toujours, mais seulement quand j'étais à la maison. Elle s'asseyait sur mon canapé, son sac à main sur les genoux, épiant mes moindres mouvements, prenant des notes dans un petit carnet en cuir. Pour mes souvenirs, disait-elle quand Dexter lui demandait ce qu'elle écrivait. Dexter avait commencé à l'observer aussi. Il s'asseyait à la table de la cuisine pour faire ses devoirs, mais je le surprenais à lever les yeux chaque fois qu'elle bougeait. Une fois, je l'ai trouvé en train d'écrire dans son propre carnet, notant ses visites. « Pourquoi tu fais ça ?» ai-je demandé. « Mamie Beverly te rend triste, dit-il simplement. Je veux me souvenir quand elle vient pour pouvoir te rendre heureuse après son départ. » C'était notre vie dans les semaines qui ont précédé l'éclatement. Le travail, les enfants, le jugement de ma mère et l'épuisement constant à essayer de prouver que j'étais à la hauteur. Je pensais les protéger en limitant son accès. Je pensais que le danger résidait dans ses mots durs et ses punitions dépassées. Je n'avais jamais imaginé que le danger était bien plus sombre. Le jeudi 15 avril a commencé comme n'importe quelle catastrophe en attente. Le docteur Morrison m'a appelé à 6 heures du matin. « Ramona, je déteste faire ça, mais Stéphanie a une pneumonie. Peux-tu doubler ta garde? On a 3 enfants qui sortent de chirurgie aujourd'hui, et j'ai besoin de quelqu'un de confiance. » J'ai regardé mes 3 enfants qui prenaient leur petit déjeuner. Dexter coupait les pancakes d'Iris en carrés parfaits, tandis qu'Hazel essayait de construire une tour avec ses toasts. Ma babysitter habituelle, Carole, m'avait envoyé un texto la veille pour dire qu'elle avait la grippe. Ma solution de secours, l'étudiante du bout de la rue, était en plein examen. « Je vais me débrouiller », ai-je dit au docteur Morrison, car que pouvais-je dire d'autre? L'hôpital avait besoin de moi et nous avions besoin des heures supplémentaires. La facture d'électricité était en retard et Hazel avait besoin de nouvelles chaussures, ayant dépassé sa paire actuelle du jour au lendemain, semblait-il. J'ai fait défiler mes contacts, le désespoir grandissant à chaque option indisponible. Puis le numéro de ma mère est apparu sur l'écran comme un verdict. Mon pouce a hésité au-dessus, tandis que Dexter m'observait de l'autre côté de la table. « Pas Mamie Beverly » dit-il doucement. « S'il te plaît, maman. » Juste pour cette fois, lui ai-je promis. Je serai de retour dès la première heure demain.
Quand je l'ai appelée, elle a répondu à la première sonnerie, comme si elle attendait. Tu reprends enfin tes esprits. Sa voix avait ce ton satisfait qui me nouait l'estomac. J'arrive dans 10 minutes. Et Ramona, je reste pour la nuit. Inutile de faire des allers-retours. Tu as l'air terrible sur ces images de caméras de sécurité de l'hôpital. Les gens à l'église commencent à parler. Elle est arrivée avec son sac de nuit et ce carnet en cuir, s'installant dans le salon comme si elle reprenait possession du territoire. Les jumelles se sont cachées derrière Dexter, qui se tenait entre elle et sa grand-mère tel un minuscule garde du corps. Soyez sages pour mamie, leur ai-je dit en m'agenouillant pour les embrasser. Hazel m'a chuchoté à l'oreille, je ne veux pas que tu partes. Iris s'est juste agrippée à mon cou jusqu'à ce que je doive doucement défaire ses bras. Elles iront bien, dit ma mère, les pressant déjà vers les escaliers. Il est 20h. Les enfants devraient être au lit à 20h. Tu leur as laissé développer de terribles habitudes de sommeil. La garde a été brutale. 3 enfants en post-opératoire, 2 admissions d'urgence, et un bébé dont la fièvre ne tombait pas. J'ai envoyé un texto à ma mère à minuit pour prendre des nouvelles. Elle a répondu par un seul mot, « Dorme ». À 3h du matin, j'ai essayé d'appeler, mais elle n'a pas répondu. Je me suis dit qu'elle avait éteint son téléphone, que tout allait bien. Janet m'a trouvé dans la réserve à 4h du matin, pleurant d'épuisement et d'inquiétude. « Rentre chez toi », m'a-t-elle dit. « On peut gérer les 3 dernières heures. » Je ne peux pas, ai-je répondu. J'ai besoin de l'argent, et le docteur Morrison compte sur moi. Quand je suis enfin rentré chez moi à 7h15, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas dans la maison. C'était trop calme, mais pas le calme paisible d'enfants endormis. Le genre de silence qui vous donne la chair de poule. Ma mère était assise dans le salon, lisant son journal, entièrement habillée, ses cheveux parfaitement coiffés. Les filles ne voulaient pas se réveiller pour le petit déjeuner, dit-elle sans lever les yeux. Elles jouent probablement à ce jeu où elles font semblant de dormir. Tu devrais vraiment mieux les discipliner. Cette désobéissance volontaire commence tôt. J'ai monté les escaliers 4 à 4. La porte de leur chambre était ouverte. Hazel et Iris gisaient dans leur lit jumeau, parfaitement positionnés sur le dos, leur lapin en peluche préféré niché sous leurs bras. Elles ne dormaient jamais comme ça. Hazel finissait toujours en travers du lit, les couvertures par terre. Iris se roulait toujours en boule. Leurs lèvres étaient bleues. J'ai attrapé Hazel en premier, son corps mou et froid. Non, 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 bébé, réveille-toi. J'ai commencé la réanimation, comptant les compressions à travers mes sanglots. Dexter, appelle le 911, ai-je hurlé. Il est apparu dans l'encadrement de la porte, le téléphone déjà à la main, sa voix étrangement calme alors qu'il donnait notre adresse. Je suis passé à Iris, insufflant dans ses poumons, suppliant Dieu, suppliant n'importe qui. Ma mère est apparue dans l'encadrement, regardant, sans aider. Juste regardant. « Que as-tu fait » a-t-elle murmuré, mais assez fort pour que Dexter l'entende. « Oh, Ramona, qu'as-tu fait ?»« Aide-moi » lui ai-je crié, mais elle est restée là, secouant la tête. « Je savais que ça arriverait » dit-elle en reculant. « Je savais que tu craquerais. » La pression, l'épuisement. J'ai dit à tout le monde à l'église que tu te dirigeais vers une dépression nerveuse. Les ambulanciers sont arrivés, m'écartant, s'occupant de mes bébés avec une efficacité mécanique. L'un d'eux m'a regardé avec sympathie. L'autre évitait mon regard. Ils ont déclaré le décès d'Hazel à 7h33, celui d'Iris à 7h34. À midi, les camions de télévision s'étaient rassemblés sur notre pelouse comme des vautours. Ma mère se tenait devant eux, des larmes coulant sur son visage, ce mouchoir en dentelle tamponnant délicatement ses yeux. Elle a dû craquer, leur dit-elle, sa voix se brisant aux moments opportuns. Elle les a étouffés dans leur sommeil. Une mère sait ? J'aurais dû faire plus pour l'aider. Le salon funéraire sentait le lisse et le produit à polir les meubles, une combinaison qui m'écœurerait à jamais. J'avais passé la matinée à choisir les plus petits cercueils qu'ils avaient, blancs avec une doublure en satin rose, car les jumelles adoraient le rose. Le directeur des pompes funèbres, M. Garrison, n'arrêtait pas de s'excuser pour des choses qui n'étaient pas de sa faute, pendant que je signais un chèque que je ne pouvais pas me permettre pour des boîtes qui contiendraient mon monde entier. 3 jours s'étaient écoulés depuis la mort de mes filles. 3 jours pendant lesquels ma mère donnait des interviews à quiconque avait une caméra, se dépeignant comme la grand-mère inquiète qui avait vu venir la catastrophe. 3 jours pendant lesquels les voisins traversaient la rue pour m'éviter. 3 jours pendant lesquels Dexter refusait de me quitter, dormant même sur le sol de ma chambre, de peur que quelque chose ne m'arrive à moi aussi.
J'ajustais la robe d'Iris, celle, violette avec des papillons, qu'elle portait pour Pâques, quand j'ai entendu des pas. Lourds, multiples, officiels. L'inspecteur Jérôme Paccard entra le premier, son visage professionnellement neutre, suivi de 3 officiers en uniforme. Ramona Tilfort, dit-il, sa voix remplissant la petite salle d'exposition. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Hazel et Iris Tilfort. Vous avez le droit de garder le silence. Les menottes se refermèrent sur mes poignets avec une finalité qui aurait dû me briser, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que le ruban dans les cheveux d'Iris était de travers, et que je ne pouvais pas le redresser avec les mains liées. Les caméras étaient déjà là, bien sûr. Ma mère s'en était assurée, se tenant dans l'encadrement de la porte avec ses larmes parfaitement synchronisées. Maman ne leur a pas fait de mal. La voix de Dexter explosa dans la pièce. Il était assis si silencieusement dans le coin que tout le monde avait oublié sa présence, tenant la pile de programmes funéraires que nous venions de récupérer chez l'imprimeur. Maintenant, il se tenait debout, du haut de son mètre 20, vibrant d'une fureur que je n'avais jamais vue chez mon gentil garçon. Mamie ment, continua-t-il, sa voix devenant plus forte. Je l'ai vue aller dans leur chambre cette nuit. Elle ment à tout le monde. L'inspecteur Paccard leva la main pour calmer la foule murmurante et s'agenouilla au niveau de Dexter. Qu'as-tu vu, fiston ? Dexter sortit mon vieux téléphone, celui que je lui avais donné pour jouer à des jeux éducatifs, ses mains stables malgré les larmes coulant sur son visage. Je ne pouvais pas dormir parce que mamie se promenait. Elle ne dort jamais quand elle reste ici. Elle fouille dans nos affaires, déplace des choses, écrit dans son journal. Mais cette nuit-là, c'était différent. Ma mère s'avança. L'enfant est traumatisé. Les enfants ont une imagination débordante quand ils sont en deuil. Vous ne pouvez pas sérieusement croire ? Laissez-le parler, coupa sèchement l'inspecteur Paccard. Elle est entrée dans la chambre d'Hazel et Iris à 2h47 du matin, continua Dexter, sa voix claire et précise. Je le sais parce que je vérifie toujours mon horloge dinosaure quand je me réveille. Elle portait quelque chose de blanc dans ses mains. Elle est restée là-dedans pendant 8 minutes et 23 secondes. J'ai compté les Mississippi comme maman m'a appris pour cache-cache. Il toucha l'écran du téléphone, faisant défiler plusieurs photos floues mais indubitables. Ma mère dans le couloir. Ma mère entrant dans la chambre des jumelles. Ma mère sortant, portant ce qui était clairement un oreiller. J'ai pris des photos parce que je voulais montrer à maman que mamie fouille dans nos affaires la nuit. Elle lit le courrier de maman, fouille dans son sac de travail, prend des photos de papier. Je documente ça depuis des semaines. Il sortit un petit carnet de sa poche, couvert de son écriture soignée. Voici mon journal de bord. Chaque fois qu'elle venait, tout ce qu'elle faisait de bizarre. La pièce était devenue complètement silencieuse. Même les caméras de télévision semblaient avoir cessé leur respiration mécanique. L'inspecteur Paccard prit le téléphone et le carnet avec précaution, comme s'ils étaient en or. « Pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt ?» demanda-t-il doucement. J'ai essayé de le dire à maman ce matin-là, mais l'ambulance est arrivée et puis tout le monde pleurait, et puis mamie était à la télé en train de dire que c'était maman. Et je ne savais pas qui me croirait. Je ne suis qu'un enfant. Mais ensuite, vous alliez emmener maman pour toujours et je devais essayer. Le visage de ma mère était devenu blanc. C'est ridicule. Vous allez croire les fantasmes d'un enfant de 7 ans plutôt qu'une femme adulte ? Il protège évidemment sa mère. Les enfants disent n'importe quoi. Madame Tilfort. L'inspecteur Paccard se releva, son expression changeant. Nous allons avoir besoin que vous veniez au poste aussi, juste pour clarifier certaines choses. Je n'irai nulle part, lança-t-elle. Mais sa voix avait perdu son assurance. Je suis la victime ici. Mes petites filles sont mortes. Et nous devons découvrir exactement comment c'est arrivé, répliqua l'inspecteur. Il se tourna vers l'un des officiers. Envoyez une équipe de la police scientifique à la maison. Dites-leur de tout vérifier à nouveau, en particulier les oreillers ou la literie. Il regarda ma mère. Et obtenez un mandat pour la résidence de Madame Beverly Tilfort. Pour tout. Les caméras ont tout filmé. Ces mêmes caméras que ma mère avait fait venir pour me détruire. Mais maintenant, elles enregistraient son masque qui tombait enfin, complètement. L'équipe de la police scientifique est retournée chez nous cet après-midi-là, pendant que j'étais assise dans la salle familiale du poste de police avec Dexter. Il m'avait libéré sur parole après la révélation de Dexter, mais l'inspecteur Paccard nous voulait à proximité. Mon fils était assis à côté de moi, serrant toujours son carnet, ajoutant des détails dont il se souvenait au fur et à mesure.
Elle a apporté son thé spécial ce soir-là, dit-il à l'inspecteur Packard. Celui dans le thermos. Elle a forcé Hazel et Iris à le boire avec leur collation du soir. Elle a dit que ça les aiderait à mieux dormir. Elle n'aimait pas ça, mais elle a dit qu'elle n'aurait pas leur biscuit si elle ne finissait pas. 3 heures plus tard, l'inspecteur Packard revint avec un sac de preuves. À l'intérieur se trouvait un oreiller blanc avec des initiales brodées. B.T. Beverly Elizabeth Tilford. Nous avons trouvé ça dans le coffre de la voiture de votre mère, dit-il. Emballé dans un sac poubelle, mais elle n'avait pas prévu que nous vérifierions son véhicule. La tête d'oreiller ne porte que ses empreintes digitales. Pas les vôtres. Pas celles des enfants. Juste les siennes. Positionnées exactement là où quelqu'un agripperait un oreiller s'il le maintenait appuyé. Le rapport toxicologique suivit. Le docteur Morrison de l'hôpital l'apporta personnellement. Les larmes aux yeux. Les jumelles avaient du zopone dans leur organisme. C'est un somnifère sur ordonnance. Les niveaux étaient suffisamment élevés pour s'assurer qu'elle ne se réveillerait pas facilement. Ma mère prend du Zopacone, ai-je murmuré. Elle a signalé son vol dans son sac à main à l'église le mois dernier. Elle en a fait toute une histoire. Elle a même déposé une plainte. L'inspecteur Packard hocha la tête. Nous savons. Nous avons retrouvé la plainte. Un timing bien pratique. Le lendemain matin, ils l'ont arrêté. Je n'étais pas là, mais les images de la caméra de sécurité du voisin ont été diffusées sur toutes les chaînes d'information. Ma mère, emmenée menottée à 6 heures du matin, vêtue de son pyjama en soie et sans maquillage, hurlant à propos de procès et de police incompétente. Les mêmes chaînes qui m'avaient crucifié 48 heures plus tôt avaient maintenant un nouveau récit. Le procès a tout révélé. Les procureurs ont trouvé son journal, celui en cuir qu'elle transportait partout. Des pages et des pages de plans écrits dans sa sténographie parfaite, qu'elle pensait que personne d'autre ne pouvait lire. Mais le tribunal avait d'autres sténographes à la retraite qui le pouvaient. Ramona continue de se détériorer, avait-elle écrit en janvier. Les enfants souffrent de son éducation chaotique. Quelque chose doit être fait avant qu'elle ne leur cause des dommages permanents. L'entrée de mars était plus sombre. Si les jumelles disparaissaient, Ramona s'effondrerait complètement. Les services sociaux verraient enfin qu'elle est inapte. Dexter viendrait à moi. Je pourrais l'élever correctement. L'entrée finale, datée du 14 avril, demain soir, double sa garde. Utilisez 30 ml chacune. L'oreiller de ma maison pour éviter les questions. Doit se passer entre 2 et 3 heures du matin, quand le sommeil est le plus profond. Retirez l'oreiller immédiatement après. Ramona sera blâmée. L'infirmière épuisée craque et tue ses enfants, plainte par la grand-mère qui a essayé d'avertir tout le monde. Pendant le procès, d'autres preuves ont fait surface. Elle avait fait des recherches sur les méthodes de suffocation sur l'ordinateur de la bibliothèque, pensant être maligne en n'utilisant pas son appareil personnel. Elle avait répété son discours de grand-mère éploré devant le miroir de sa salle de bain. La femme âgée de l'appartement voisin l'avait entendue à travers les murs fins et avait pensé qu'elle répétait pour une pièce de théâtre de l'église. À la barre, ma mère a finalement craqué. Non pas de remords, mais de rage. Tu les négligeais, m'a-t-elle crié depuis le box des témoins. Tu travaillais tes gardes pathétiques, rentrant morte de fatigue. Ces filles méritaient mieux qu'une mère qui pouvait à peine garder les yeux ouverts. Elles méritaient quelqu'un qui puisse leur donner une structure, une discipline, une vraie vie, pas une maison de location avec une mère célibataire qui fait passer les enfants des autres avant les siens. Alors, vous les avez tués ? Demanda calmement le procureur. Je les ai sauvés, dit-elle en relevant le menton. Je les ai sauvés de grandir comme elles, faibles, pathétiques, jamais à la hauteur. Au moins maintenant, ce sont des anges. Des anges parfaits et innocents qui ne connaîtront jamais la déception. Le jury a délibéré moins de 2 heures. Culpable sur tous les chefs d'accusation. 2 chefs de meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes de victimes vulnérables. La vie sans possibilité de libération conditionnelle. Alors qu'il l'emmenait, elle s'est tournée pour regarder Dexter une dernière fois. « Tu as tout gâché », lui dit-elle. « Tu aurais pu avoir une vie meilleure avec moi. » Dexter s'est levé, du haut de ses 7 ans, et a dit clairement « J'ai déjà la meilleure vie avec ma vraie maman, celle qui n'a jamais fait de mal à personne. » L'inspecteur Packard nous a retrouvés après le verdict. « Votre fils est l'enfant le plus courageux que j'ai jamais rencontré, dit-il. Il vous a sauvé la vie, Madame Tilford. Sa documentation, ses photos, son témoignage. Sans lui, vous purgeriez une peine de prison à vie pour les crimes de votre mère. » Ce soir-là,
les informations locales ont diffusé une histoire différente. Non pas sur la grand-mère qui a tué ou la mère accusée à tort, mais sur un garçon de 7 ans avec une montre dinosaure qui savait que quelque chose n'allait pas et qui a refusé de laisser l'injustice gagner. Nous avons quitté la Pennsylvanie 6 mois après la fin du procès. La maison de Maple Street était devenue une attraction touristique pour les amateurs de true crime, avec des gens prenant des selfies devant et les postant en ligne avec des hashtags comme hashtag grand-mère de l'enfer et hashtag justice pour Hazel Iris. Dexter ne pouvait pas aller à l'école sans que quelqu'un le montre du doigt, chuchote, pire, essaie de l'interviewer sur cette nuit-là. L'Oregon devait être notre nouveau départ, une petite ville où personne ne connaissait nos noms, où Dexter pourrait simplement redevenir un enfant au lieu d'être le garçon qui a résolu le meurtre de ses sœurs. Nous avons trouvé une petite maison bleue avec un grand jardin. Rien d'extraordinaire, mais elle avait quelque chose que notre ancien logement n'avait jamais eu, la paix. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Dexter se réveillait à 2h47 chaque nuit, vérifiant sa montre dinosaure, puis venant voir si j'allais bien. Il se tenait dans l'encadrement de ma porte, comptant jusqu'à 8 minutes et 23 secondes, le temps exact que ma mère avait passé dans la chambre des jumelles. Son thérapeute, le Dr Chen, a dit que c'était sa façon de traiter le traumatisme, d'essayer de réécrire cette nuit avec une fin différente. J'aurais dû l'arrêter, a-t-il dit au Dr Chen lors d'une séance à laquelle j'ai été autorisé à assister. Je l'ai vu entrer. J'aurais dû réveiller maman ou appeler le 911 ou faire quelque chose. Tu as fait quelque chose, lui a rappelé doucement le Dr Chen. Tu l'as documenté. Tu as sauvé ta mère. Tu t'es assuré que la vérité éclate. Mais je n'ai pas sauvé Hazel et Iris. Cela me brisait à chaque fois. Mon fils de 7 ans portait le poids d'une culpabilité qui n'appartenait qu'à ma mère. Nous avons traversé cela ensemble, thérapie 2 fois par semaine, groupe de soutien pour nous deux. Lentement, les réveils à 2h47 sont devenus moins fréquents. Le comptage s'est arrêté. Il a recommencé à dormir toute la nuit. Nous avons planté 2 cerisiers dans notre jardin en Oregon le printemps suivant. Dexter a choisi les endroits exacts où il capterait le soleil du matin. Quand ils ont fleuri pour la première fois, des pétales roses qui me rappelaient tant la couleur préférée des jumelles, il s'est assis entre eux avec ses devoirs. J'apprends les fractions, dit-il aux arbres. Hazel, tu détesterais ça. Tu disais toujours que les maths étaient ennuyeuses. Mais Iris, tu serais probablement meilleure que moi. Il le fait encore. Il leur parle comme si elles étaient juste parties quelque part, comme si elles pouvaient répondre. Son thérapeute dit que c'est sain, sa façon de les garder dans sa vie tout en allant de l'avant. L'inspecteur Packard reste en contact. Il appelle tous les quelques mois, prend de nos nouvelles. Il m'a dit quelque chose lors de notre dernière conversation que je n'oublierai jamais. En 30 ans de carrière dans la police, je n'ai jamais rien vu de tel que ce que votre fils a fait. La plupart des adultes n'auraient pas eu la présence d'esprit de documenter ce qu'il a documenté. Il ne vous a pas seulement sauvé, Ramona. Il a changé la façon dont nous formons les inspecteurs. Nous avons maintenant tout un module sur l'écoute des enfants. Vraiment écouter. Nous appelons ça le protocole Dexter. Ma mère n'a jamais exprimé de remords. Même dans ses lettres de prison, que je n'ouvre pas mais que je ne peux me résoudre à jeter, elle maintient qu'elle sauvait mes filles de moi. Les adresses de retour montrent qu'elle a essayé d'écrire à Dexter aussi. Mais ces lettres vont directement au bureau du procureur. Une partie de sa condamnation comprend une interdiction de contact avec lui jusqu'à ses 18 ans, et seulement s'il en prend l'initiative. Lui pardonneras-tu un jour, m'a demandé Dexter la semaine dernière, sorti de nulle part, alors que nous préparions le dîner ensemble. Je ne sais pas, lui ai-je dit honnêtement. Le pardon n'est pas quelque chose auquel je suis prête à penser pour l'instant. Je me concentre juste sur la guérison, sur la construction de notre vie, sur le fait de m'assurer que tu vas bien. Je ne vais pas bien, dit-il, et mon cœur s'est arrêté. Mais je vais mieux. Mon thérapeute dit que c'est normal. De ne pas aller bien, mais d'aller mieux. Il a 10 ans maintenant. Toujours petit pour son âge, mais avec une âme de vieux qui me brise le cœur. Il veut devenir détective quand il sera grand. Il dit qu'il veut aider d'autres enfants qui voient des choses que les adultes manquent. Son enseignante dit qu'il est brillant, surtout pour la reconnaissance des schémas et le raisonnement logique. Ce garçon pourrait résoudre n'importe quelle énigme que vous lui soumettez, m'a-t-elle dit lors des réunions. Les cerisiers sont plus grands maintenant, assez forts pour la balançoire que Dexter a demandé à accrocher entre eux. Parfois, je le regarde depuis la fenêtre de la cuisine, se balançant doucement, parlant à ses sœurs de sa journée, des livres qu'il lit, de la fille de sa classe qui partage ses biscuits avec lui.
Nous ne sommes pas la famille que nous étions censés être. Il y a 2 chaises vides à notre table. 2 voix qui manquent à nos rituels du coucher. Mais nous survivons, Dexter et moi, portant Hazel et Iris avec nous de la seule façon possible. Et parfois, les bons jours, nous sommes même heureux. La vérité nous a sauvés, mais c'est le courage d'un garçon de 7 ans qui a donné son importance à la vérité. Si cette histoire vous a touché ou vous a rappelé l'importance d'écouter les enfants, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec d'autres qui ont besoin de l'entendre. Votre soutien aide ces histoires importantes à atteindre plus de gens. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires vraies et puissantes qui resteront avec vous longtemps après leur fin. Merci d'avoir écouté Ramona et Dexter.